Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'une association, on va parler de livres aussi. On en parle dans Causement Réunionnais. Et on en parle avec 3 dames et un monsieur. On va commencer par Cynthia Chamon, bonsoir. Bonsoir. Catherine Corré, bonsour. Et Muriel Payette-Régent, bonsoir. Et Emmanuel Tourteau, qui n'est pas le crabe de service, mais c'est vous qui me l'avez dit. Hein. C'est moi qui vous l'ai dit. Je répète la référence. Tout à fait. D'accord. Alors, quels sont vos rôles dans l'association ARPEDA ? Alors, je suis... D'abord, c'est quoi ARPEDA ? C'est quoi l'ARPEDA ? C'est l'association réunionnaise de parents d'enfants déficients auditifs. Donc, on s'occupe principalement d'enfants et de personnes déficientes auditives et sourdes, dont je suis le directeur. D'accord. Madame, quel est votre rôle dans l'association ? Alors moi, je suis éducatrice spécialisée. J'interviens auprès des enfants qui sont malentendants et sourds. Et pour le projet, on avait également une collègue qui était éducatrice pour les adultes. D'accord. Voilà. Et moi, je suis interprète en français et langue des signes française au sein de l'ARPEDA. Et j'ai collaboré sur le projet avec Ozril. Et moi, je suis une des co-gérantes de Ozril Édition pour le livre Ameï Sadis, pour lequel on a fait participer l'ARPEDA, du coup. Donc, il y a un partenariat. C'est ça. Il y a un partenariat qui s'est mis en place. Alors, au départ, c'était un lien entre l'éducatrice qui s'occupait des adultes, Héloïse Posé, qui avait fait le lien avec Madame Corré. Et puis après, évidemment, au niveau de l'ARPEDA, ça semblait tout à fait légitime de collaborer avec Ozris pour ce livre, puisque ça fait part de personnes déficientes auditives ou sourdes dans le livre. Donc ça correspondait à nos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la méthodologie qui est intéressant pour l'association ? Alors, je pense que Cynthia peut répondre. Alors ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir inclure des bénéficiaires, donc des personnes qu'on accompagne, pour pouvoir adapter les mots que l'auteur a souhaité signer. Alors, expliquez-moi, parce que là, je suis Alors, perdu. vous êtes dans le livre, donc le personnage principal est sourd et l'auteur, qui travaille aussi dans ce milieu-là, a intégré la langue des signes dans son livre. Donc, elle a fait des descriptions de signes et nous, on a voulu justement, pour faire vivre ce livre-là, vraiment pour faire vivre la langue des signes, on a voulu intégrer des vidéos dans le livre. Donc, on s'est tourné vers l'ARPEDA pour participer à ce livre-là. Monsieur Tourteau m'avait demandé, est-ce que vous voulez que ce soit une interprète qui vienne pour signer ces passages-là, ou est-ce que vous voulez que ce soit des personnes sourdes ou malentendantes qui viennent pour signer ? On a dit non, c'est quelque chose qui leur appartient à eux, et pour nous, c'était important de faire signer des personnes qui vivent vraiment ce handicap-là. Enfin. Comment ces personnes ont participé Grâce à Muriel et Cynthia. Pas que à moi. Oui, grâce à Muriel et Cynthia, et puis avec l'accord de l'ARPEDA, bien sûr. Oui, effectivement, les éducateurs ont choisi des bénéficiaires pour interpréter les différents personnages du livre. Et ensuite, on a travaillé sur la description des signes que Raphaël Marat a fait dans son livre. Et on a essayé de coller au mieux, d'avoir une langue des signes standard, dite standard, donc langue des signes française propre, avec des personnes sourdes qui, elles, sont des personnes sourdes créoles, donc qui ont des signes qui varient entre la langue des signes française et la langue des signes créoles. Donc, tout remettre en langue des signes française, et j'étais, entre guillemets, là, en contrôle, entre guillemets, de la langue des signes française soit bien appliquée. Alors, comme je suis vraiment un ignorant dans ce domaine, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les malentendants, les sourds, il y a des signes pour s'exprimer en français et des signes pour s'exprimer en créole. En fait, la langue des signes, c'est une langue vivante. Donc, elle se base sur la langue orale, le français, mais surtout sur le visuel et la culture. Donc, les personnes sourdes de la Réunion ne vivent pas les mêmes choses que les personnes sourdes de la métropole. Enfin, voilà. Et donc, il y a des signes qui varient, qui s'adaptent à la culture de chaque population. D'accord. C'est défini par quelque chose de précis, ou c'est évolutif ? Ça évolue, c'est une langue vivante, donc ça évolue effectivement. Oui, parce qu'en plus le créole est plutôt une oralité plutôt qu'une écriture. Tout à fait.
Donc on se calque pas tant sur l'oral que sur, comme je disais, sur la culture en fait. Et le travail a été plutôt simple par rapport à ce que ça aurait dû être, ou ça a été plutôt complexe et compliqué? Alors ça a été un petit peu long parce qu'il a fallu trouver déjà les personnes qui étaient prêtes à vouloir aussi se montrer pour être filmées, sachant que ça va être dans un livre avec des QR codes, donc voilà, ça va être visible par tout le monde. Donc il fallait déjà trouver ces personnes-là, des personnes qui étaient assez à l'aise en fait. Et puis il fallait faire tout le travail de description du signe, pour être au plus juste, au plus réel. Donc ça a été un travail assez long finalement, mais le jour du film, voilà, ça a été... C'est ça, et que l'émotion qui est traduite, qui est exprimée dans le livre, puisse être traduite aussi par la langue des signes à ce moment-là. Donc ça a été, je pense, tout le travail que vous avez dû mener aussi. C'est-à-dire que la personne qui devait faire les signes comprenne bien tout ce que le livre voulait décrire et que ça soit bien transposé dans l'instant flash qui était filmé. Ma question va vous paraître vraiment bête et je m'en excuse, mais un sourd qui ouvre un livre... Alors, c'est pas commun. Et puis c'est toute la raison aussi pour laquelle on a participé, une des raisons, peut-être pas la seule raison, mais une des raisons pour lesquelles on a collaboré avec OSRIS, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sourdes n'ont pas accès à la culture, ou très peu accès à la culture, entre autres le livre. Donc là, c'est un petit bout d'accès à la culture, puisqu'il y a un peu de langue des signes. L'idéal, ça serait qu'il y ait de nombreux livres, parce qu'il en existe quelques-uns, mais pas suffisamment, qui soient complètement en langue des signes. Parce que sinon, ça veut dire que les personnes sourdes sont pas toujours lectrices, et c'est ça aussi la difficulté, c'est que les personnes sourdes ne sont pas lectrices, donc elles ont des difficultés à accéder aux livres. Et donc, par conséquent, s'il y avait des livres en langue des signes, ça serait un bénéfice pour les personnes. Vous m'excusez de mon ignorance, mais quelle est la population de personnes malentendantes ou bien sourdes à La Réunion? Sur La Réunion, il y a 4% de la population qui est sourde. En métropole, il y a 9%, donc il y a 2 fois moins. Donc l'explication, on ne la connaît pas vraiment aujourd'hui. Ça fait partie des choses qu'il faudrait approfondir. Alors peut-être parce que aussi la population de La Réunion est jeune et que souvent on devient sourd en vieillissant. C'est une des raisons, mais sinon, en tout cas, il y a 4% de la population qui est sourde, donc ça représente quand même un certain nombre de personnes. D'accord. Et ce public-là, vous occupez de combien de personnes, généralement, dans votre association? Alors, au niveau des services médico-sociaux, on a des agréments donc, pour le CEFS, donc pour les enfants. On a un agrément pour 30 jeunes, et au niveau des adultes, pour 50 personnes accompagnées. Donc au total, on est à peu près sur 80 personnes. Plus tous les bénéficiaires du service prestation pour lesquels j'interviens, qui sont en formation, qui sont salariés et pour lesquels on intervient dans différents domaines. Oui, c'est-à-dire que l'ARPEDA est composé de plusieurs services. On a des services médico-sociaux pour lesquels on intervient avec le nombre de bénéficiaires, comme l'a dit Cynthia, et on a un service prestation, un service commercial. Et donc les interprètes interviennent dans des entreprises, interviennent pour les collectivités, pour traduire pour les personnes sourdes, pour qu'elles puissent participer à la vie des entreprises ou à la vie citoyenne. Concevoir un livre pour un public malentendant ou sourd, c'est quelque chose de particulier pour une maison d'édition? Alors oui, parce qu'il y a toute la partie logistique qui est nous on est éditeur, on fait pas de film, là c'est vraiment du fait main, on a voulu mettre en avant la personne plus que le savoir-faire technique, mais c'est à mon avis ça va demander énormément de temps. On a signé un morceau pour le salon des livres pays avec Muriel qui était présente. Et pour l'interprète, ça demande énormément d'efforts, de concentration pour signer pour nous quelque chose qui est très court. C'est quelques pages, une dizaine de pages. En une demi-heure, elle nous a dit elle était épuisée parce que c'est très compliqué de gérer la traduction, le ressenti, ce qu'on veut faire passer. Et pour une personne entendante et qui lit, c'est très facile à le concevoir quand on lit un livre. Pour une personne sourde ou malentendante, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes informations, en fin de compte,
Eux, c'est vraiment du visuel. Ils voient les choses, mais ils n'ont pas toutes les nuances sur une expression française, sur une tournure de phrase, sur les sous-entendus. C'est très compliqué pour eux de comprendre ça dans un livre. Et c'est pour ça que les livres ne sont pas forcément accessibles aux personnes sourdes. Et nous, on a été choqués quand on nous a dit non, les personnes sourdes ne lisent pas forcément parce que c'est très compliqué pour eux d'accéder à ces sous-entendus, d'accéder à ces tournures de phrases. Et du coup, on a été, ça nous a tenu à cœur du coup quand on est tombé sur ce livre-là, notamment. Dans la démarche que vous mettez en place aujourd'hui, je pense qu'en déblayant le terrain, en essayant, en innovant sur cette posture, ça vous a permis de voir autre chose déjà, ou bien vous avez déjà des perspectives en la matière ou pas? Ce qui serait l'idéal, ce serait qu'on puisse signer l'intégralité d'un livre. Alors certes, ça demandera beaucoup de temps, mais je pense que ce serait vraiment très intéressant, ne serait-ce que pour les personnes qu'on accompagne, de montrer qu'il existe des choses. Alors il y en a déjà, mais avec des interprètes qui connaissent déjà. Parce que la question, par exemple, pour un enfant qui naît malentendant ou sourd, déjà l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement dans l'éducation aujourd'hui. C'est fait en centre, c'est fait en petits groupes. On ne peut pas dire que l'enfant, on l'apprend à lire. On l'apprend à lire parce que là où c'est compliqué, c'est que c'est basé sur l'oral, sur le son, et que les personnes sourdes n'ont pas accès à ça. Oui. Donc effectivement, l'apprentissage de la lecture, pour le coup, est beaucoup plus compliqué pour les jeunes sourds. Oui. Alors, vous êtes sur un plateau télé, on peut faire appel aux autorités. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander pour vous aider un petit peu dans la démarche que vous menez? Alors, tout dépend de quelle démarche, mais si c'est pour la lecture. Sur la lecture, je pense que ça serait des aides pour qu'on puisse traduire un maximum d'ouvrages, pour que les personnes sourdes puissent avoir accès aux livres, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, plus largement à la culture, parce que une personne sourde qui va dans un musée, si elle n'est pas accompagnée d'un interprète, il y a des choses qu'elle ne va pas comprendre, elle ne peut pas aller au cinéma, enfin il y a plein de choses pour les personnes sourdes qui sont compliquées, et pour un entendant, on n'imagine pas toute la difficulté que peut ressentir une personne sourde dans la vie quotidienne. Et une éducation bilingue aussi, ce serait très bien. C'est un peu beaucoup déjà. C'est un peu beaucoup, mais ce serait le minimum en fait. Pas forcément, parce qu'il y a des professeurs en maternelle qui se basent sur l'alphabet de la langue des signes pour apprendre déjà aux enfants à lire. Ils utilisent les signes pour intégrer la langue parlée. Donc du coup, les enfants c'est des éponges. Donc à n'importe quel âge, ils peuvent apprendre. Et c'est très visuel. Donc si on leur apprend depuis bonne heure, ça devrait pas poser de problème. Enfin, à mon sens, ça poserait pas de problème. Il y a des choses qui sont très faciles à assimiler, surtout quand on est petit. C'est très visuel. Donc c'est pas inenvisageable. Une question. On a depuis quelques années intégré quelqu'un de la langue des signes lorsqu'on fait les JT, lorsque le président de la République s'exprime. Je ne sais pas si les malentendants regardent le président s'exprimer, mais en tout cas, il y a une volonté de commencer à ce niveau-là. Vous pensez qu'il faut développer oui, ce dispositif? Totalement. Et puis ça commence tard, puisqu'il y a la loi de 2005. Depuis la loi de 2005, ça aurait dû être développé, en fait. On va juste rappeler que la loi de 2005, c'est Jacques Chirac qui l'avait fait voter. C'est un projet du gouvernement, donc je ne sais plus qui était là en tant que Premier ministre, mais Jacques Chirac était président de la République. C'est de faciliter, d'aider un peu plus les personnes porteuses de handicap. L'accessibilité. Mais malheureusement, ça reste comme la COP, je ne sais plus laquelle, ça reste de bonnes résolutions, toujours dans les tiroirs. Après, c'est toujours vers ça qu'il faut tendre, de toute façon, mais c'est vrai que, par exemple, on a beaucoup de jeunes malentendants, pas forcément sourds, signants, mais ne serait-ce que les informations, pour eux, c'est déjà compliqué, puisqu'ils n'ont pas le son, et la télé n'est pas sous-titrée. Alors, quand il y a des bandes avec des informations qui sont écrites, ça passe, mais on a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas
regarder la télé, par exemple. Donc, ils demandent à leurs parents qu'est-ce qu'ils ont dit. Voilà, mais au niveau de l'autonomie, de l'accessibilité, c'est quelque chose qui est encore vraiment à développer. Ne serait-ce que les informations. Oui, ça permet développer l'accessibilité en langue des signes, ça permet de construire des citoyens et de leur donner leur place dans la société, en fait. Et aujourd'hui, on sait qu'à La Réunion, c'est le département qui s'occupe des personnes porteuses de handicap. Il y a un travail avec le département à ce sujet ou pas ? Enfin, nous, on a 2 établissements médico-sociaux. Il y en a un qui est financé par le département, c'est le service pour adultes, le SAVS, et on a le CEFS, qui est l'équivalent d'un CESAD, qui est financé par l'ARS, donc par l'État. Donc on a des financements. Forcément, État et département pour travailler avec un public, nos publics déficients auditifs et sourds. D'accord. Par exemple, là, ce genre d'émission, si une personne malentendante ou sourde regarde, je veux dire, on est... Aujourd'hui, elle lui est pas accessible, effectivement. Voilà. C'est ça, cette réalité-là, elle est là et malheureusement, on n'y peut rien et ça sera pas, c'est pas non plus sous-titré. Donc, Alors, toute la difficulté vient aussi du fait que quand on sous-titre, quand on signe plutôt que sous-titrer, quand on signe une émission, quand on signe des débats, quand on va dans une entreprise, c'est un coût. Et que parfois les entreprises sont pas prêtes à payer parce que la personne, comme on disait tout à l'heure, comme disait Madame Corré, c'est quelque chose de très fatigant. Donc si on doit signer un congrès, il faut pas un interprète, il en faut 2. Donc ça veut dire qu'il faut rémunérer les deux interprètes. Enfin, tout ça, c'est un coût. Et souvent les personnes sont assez surprises du prix qu'on peut leur facturer la prestation, mais c'est le travail d'une personne. Qui est compliqué et qui est certainement aussi, enfin Muriel pourra sans doute mieux en parler que moi, mais qui ne peut pas être non plus une carrière à long terme, puisque signer provoque parfois des troubles musculo-squelettiques. Merci. Et puis il faut se dire que l'interprète il traduit en simultané, donc ça demande un effort, il me semble surhumain. Pour pouvoir... Considérable. Considérable. Mais pour pouvoir traduire ce qu'on est en train de dire là, et ça demande de la préparation, ce que ne comprennent pas non plus toujours nos clients, puisque en amont, il est toujours intéressant de savoir ce qu'on va dire pour que l'interprète puisse être au plus près de ce qui sera dit. Oui, parce que nous, on intervient dans tous les domaines, en fait. On peut, là, ce matin, traduire une émission de télé, par exemple. Cet après-midi, traduire un cours pour un jeune qui est en 2e année de préparation en école d'ingénieur. Donc, assimiler tout le vocabulaire spécifique, technique, ou même dans n'importe quelle autre entreprise. Si je vais travailler dans une banque, dans une réunion pour un banquier, ou si je vais travailler auprès d'un médecin spécialiste, voilà, il va falloir que je sois capable de traduire tous les termes techniques. Et ça, si j'ai pas un minimum de préparation, effectivement, pour déjà qu'on me donne le vocabulaire, pour que je le comprenne, pour que je réfléchisse à comment je vais le traduire en amont, ça me complique la tâche, effectivement. Enfin, je dis moi, mais tous mes collègues. C'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà avoir quelqu'un qui vous explique les mots que vous allez expliquer après. Presque. En tout cas, c'est du temps de préparation et de recherche pour assimiler le contexte dans lequel je vais intervenir. Oui. Aujourd'hui, puisqu'on parle d'information, on parle de communication, qu'est-ce que, pour faire un petit pas en avant, qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple ? Vaste question. Que tout le monde prenne en compte que la déficience auditive est vraiment un problème pour la personne et que ça peut l'exclure. Et qu'en faisant appel à de la traduction, ça lui permet d'être un citoyen à part entière. Et c'est ce qu'on a aussi, pour en revenir à notre partenariat, c'est ce qu'on a trouvé aussi très intéressant, c'est que voilà, on ouvrait quelque chose pour les personnes sourdes, c'est les rendre citoyens à part entière et avoir accès aux mêmes choses que les entendants. Et donc ça nous paraissait très important. D'accord. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il y aura au bout de ce partenariat, normalement ? Un livre ? Alors, le livre est sorti déjà. Vous pouvez le montrer à la caméra. Voilà. Donc, à Messadis de Raphaël Marat. D'accord. Donc, vous allez avoir des QR codes comme ça tout le long du récit.
Et c'est signé par 3 personnes différentes, puisqu'il y a 3 personnages principaux, dont une personne sourde. Et les personnes qui ont signé étaient demandeuses, en fin de compte. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a travaillé avec Kevin, avec Anastasie et Aurélie. Ils étaient contents de participer, même Kevin qui a trouvé qu'il n'avait pas assez de signes, il n'a pas suffisamment signé, donc du coup il nous a fait un magnifique message à la fin du livre qui est signé et en texte. Du coup voilà, ils attendent ça, ils ont envie d'être vus en fin de compte par tout le monde et de participer à la vie de la citoyenne de tout à chacun, et que tout le monde a le droit et dont ils sont exclus au final, et c'est ce qui est dommage. Et nous, notre but à long terme, ce serait vraiment de le signer en intégralité, de ce livre-là. Ça fait partie, oui, tout à fait. On en avait discuté lors du Salon du Livre de Saint-Paul, que le projet, on va dire, s'il est ultime, ce serait de pouvoir collaborer pour pouvoir signer intégralement le livre. Merci à vous pour cet échange. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, les 20 minutes qui ont été prévues. Donc merci donc à vous, Cynthia Chamand, merci à Kathleen Corré, et merci donc à Muriel Payette, Régent et Emmanuel Tonto. Ce que je vous propose, c'est on va voir comment on pourrait à ce moment-là montrer un petit peu, si on peut avoir un rendez-vous sur ce plateau, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous une fois de temps en temps pour vous donner l'opportunité de faire avancer votre démarche. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.